pour commencer ce débat, je propose qu'on s'intéresse déjà un petit peu aux questions de fond. Je le disais, beaucoup de critiques sont émises sur la politique du gouvernement. Il y a aussi beaucoup de scepticisme dans la population sur la possibilité de faire autrement. Donc peut-être que je vais commencer par me tourner vers Lim Wang Nok qui est économiste, pour qu'il nous explique un petit peu quelle est d'après vous les lignes de rupture possibles avec la politique économique du gouvernement aujourd'hui, et quelle autre politique économique est possible. Bonjour à tous. Bon, on va commencer par faire de l'économie. On va faire marxiste, hein. On va commencer par l'infrastructure. L'infrastructure, c'est le partage du gâteau. Et ce que les gens mangent détermine en grande partie leur conscience politique. Donc on va commencer par là. D'ailleurs, il y en a encore plein à table, hein. Vous pouvez leur dire de venir. Bon, alors, en termes de partage du gâteau, je l'ai dit à vos confrères de l'Humanité sur une vidéo, c'est pas une politique de gauche qui est en train d'être appliquée. Quand vous transférez 41 milliards en faveur des profits sans contrepartie, et que d'un autre côté, vous gelez les salaires, pas seulement dans la fonction publique, mais dans l'ensemble de l'économie, parce que quand vous gelez les salaires dans la fonction publique, ça produit un effet vitrine dans la négociation de branches et d'entreprises du secteur privé. Tous nos amis syndicalistes le savent. Donc gel des salaires, et puis 50 milliards d'économies sur les dépenses de l'État, des collectivités territoriales et les dépenses de la sécurité sociale sur 3 ans, on ne peut pas dire que ce soit vraiment une politique de gauche, et tout du moins, ce n'est pas ce à quoi on s'attendait quand on a viré Sarkozy en 2012. Alors, au moins si ça marchait, et ça ne marche pas, c'est la même politique qui est appliquée dans tous les autres pays de la zone euro et qui mène celle-ci aujourd'hui au bord de la déflation. Alors, la déflation, c'est quoi? C'est le fait qu'on a tellement comprimé les dépenses publiques et privées que la demande est insuffisante et que les prix sur certains marchés commencent à baisser. C'est ça. Et la déflation, c'est le symbole d'une insuffisance de demande qu'on ressent lorsque l'INSEE questionne les entreprises qui répondent que 80% d'entre elles souffrent d'un problème de carnet de commandes, alors que seulement 20% ont un problème de coût du travail. Alors le résultat de cette politique, moi je vous le parie d'emblée, c'est que il n'y aura pas de relance de l'investissement, parce que les entreprises n'ont aucun intérêt à investir aujourd'hui. Surtout que 85% des bénéfices sont redistribués sous forme de dividendes aujourd'hui. Donc cette politique de l'offre, c'est de l'eau versée dans le sable. C'est de l'eau versée dans le sable, sauf pour les dividendes des actionnaires. Et puis, d'un autre côté, la compression de 21 milliards de dépenses publiques cette année, 17 milliards prévus l'année prochaine, et à nouveau 17 milliards en 2017, ça va nécessairement provoquer un effet récessif avec une montée du chômage et des déficits qui ne se réduisent pas. Je vous donne 2 exemples. Les collectivités territoriales, on va leur réduire les dotations de 3,7 milliards. L'ajustement ne se fera pas sur le fonctionnement parce qu'on ne va pas pouvoir, entre guillemets, se débarrasser des fonctionnaires territoriaux. Donc, l'ajustement se fera sur quoi? Il se fera sur l'investissement public. Donc l'investissement public va baisser et ce sont tous les projets d'infrastructure qui vont être mis en sommeil. Enfin, les dépenses de santé vont baisser de 4 milliards. Personne ne le dit, ça. Ça va concerner les hôpitaux en premier lieu. Et quand vous savez l'état des hôpitaux, il suffit de se promener dans les services d'urgence, vous vous rendez compte que ça va être catastrophique. Donc, j'allonge pas la liste. Nous savons tous que cette politique est absolument inefficace sur le plan économique et catastrophique sur le plan social. Sur le plan politique, je ne vous le dis même pas, on en parlera tout à l'heure. C'est une catastrophe pour la gauche, il y a de quoi être affligé. Alors est-ce qu'on pouvait faire autrement? Parce que comme on n'a que 5 minutes chacun, oui, on pouvait faire autrement. La dette, c'est quand ça les arrange. Le discours anxiogène sur la dette,
quand ça les arrange, dans le sens où, quand il s'agit de trouver de l'argent pour le pacte de responsabilité, ils le trouvent. Et d'ailleurs, personne ne sait que lorsque la France a négocié le report de 2 ans du calendrier de réduction des déficits, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 3% en 2012 et en 2013, on était autorisé à faire un peu plus de 4%. Quand vous faites 4% au lieu de 3% de déficit, ça veut dire que vous avez 1% de PIB en plus de marge de manœuvre budgétaire. 1%, c'est 20 milliards. 20 milliards, vous pouvez en faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on en a fait? On les a affectés intégralement au CICE, au Crédit Impôt Compétitivité Emploi, avec le résultat qu'on sait, puisque la production industrielle s'est effondrée de 4% cette année. Comme quoi ça a vachement marché. Et là on continue, on vient de négocier, ça personne ne l'a dit. Quand je dis on, c'est Valls vient de négocier avec Merkel, avec l'aval de la Commission européenne, qu'on ne fera pas 3% de déficit jusqu'en 2017. Ça veut dire que concrètement, on va disposer de la même façon de 20 à 30 milliards de marge de manœuvre en plus tous les ans pour la politique économique. Et qu'est-ce qu'on en a fait? Eh bien, on a fait le pacte de responsabilité avec les fameux 41 milliards affectés au profit des entreprises. Donc vous le voyez, en termes budgétaires, on ne va pas nous faire la leçon. Il y avait des marges de manœuvre budgétaires qui sont d'autant plus grandes qu'aujourd'hui, la dette publique française se finance à des taux d'intérêt quasiment négatifs. On se finance à 1%, en dessous de 1% de taux d'intérêt. L'inflation est aujourd'hui aux alentours de 1%. Donc on se finance quasi gratuitement aujourd'hui pour financer le budget de l'État. Donc il faut arrêter de dire qu'il y a une pression insupportable des marchés pour que les États soient rigoureux ou tout ce que l'on veut. On n'est pas rigoureux. On dilapide de l'argent public aujourd'hui dans des politiques qui n'ont pas d'effet. Et on aurait pu disposer cet argent pour en faire autre chose. C'est ce que les frondeurs ont dit. Dans leur plateforme de l'appel décent, ils ont tout simplement expliqué que les fameux 40 milliards, eh bien, on pouvait en redéployer 16,5 milliards vers la redistribution, 5 milliards vers l'investissement public, et puis 2,5 milliards vers les emplois aidés, sans négliger la situation des petites et moyennes entreprises. Donc ça, c'est des propositions qui avaient été faites au moment de la loi de finances. Je termine là-dessus. Nos frondeurs n'ont pas été entendus, vous le savez. Dans la Ve République, il y a une pression forte des institutions qui fait que le plus qu'ils aient pu faire, sans doute, ça a été de s'abstenir. Ils n'avaient pas de plan B qui les aurait conduits à voter contre et à sortir de la majorité pour discuter avec d'autres le fait de pouvoir faire autre chose éventuellement après. De ça, on en discutera sans doute pendant le débat tout à l'heure. Mais il y avait des propositions qui étaient sur la table. Dans la Ve République, c'est le président de la République qui est maître du jeu, malheureusement. Il les a pas écoutés, les frondeurs. Il a imposé à sa majorité de voter le doigt sur la couture du pantalon. Et voilà, la situation est telle qu'aujourd'hui, eh bien, on se retrouve un petit peu dans la nasse à se demander aujourd'hui tous ensemble comment on fait pour sortir de l'ornière. Merci Lim. Alors pour prolonger cette réflexion sur les questions économiques, Thierry Foucault, vous êtes, je le disais, vice-président du Sénat, on est en plein débat budgétaire en ce moment au Parlement. Quelles sont les pistes que vous avez pu proposer au gouvernement, puisqu'on sait que les parlementaires front de gauche se sont opposés au gouvernement en votant contre le budget. Quelle autre piste avez-vous pu proposer et quels seraient les grands traits pour vous d'une autre politique économique? Merci et bonjour. Lim, c'est comme ça qu'on dit, a parlé à l'instant du partage du gâteau. Je m'exprimerai peut-être un peu autrement, même si je partage ce qu'il a dit. La problématique d'aujourd'hui, c'est que l'argent va à l'argent. Et il y a une sorte de transfert. C'est-à-dire, c'est des vases communicants. On prend en bas pour donner en haut. Alors, pour ne pas répéter ce
ce que Lim a dit. Je vais prendre quelques exemples. Lorsque l'on sait qu'entre 1993 et 2012, il a été versé 214 milliards d'exonération sociale et fiscale en direction du patronat français. Je dis cela, c'est parce que c'est l'économie d'une démonstration. 93, 3 millions et quelques milliers de chômeurs. 2012, 5 millions de chômeurs. Est-ce que ces 214 milliards ont servi à créer de l'emploi? Non. Non. En 93, je pourrais donner d'autres chiffres. La part de la cotisation patronale était supérieure à la part salariale. Aujourd'hui, elle est différente. Je dis cela parce qu'on est en même temps, à travers cette conception économique, on est sur un modèle de société. On est dans l'idéologie et dans ce que vous, nous et tout le monde nous entendons aujourd'hui, à savoir qu'il faut toujours plus, mais à savoir que ça ne règle pas les problèmes. Ça ne règle pas les problèmes. Le fait d'exonérer n'a pas réglé les problèmes, au contraire, les a accentués, et de dire en même temps que c'est pas toujours un problème de dépenses, que c'est un problème de recettes. Parce que, et j'en viens là, pour ne pas raconter les mêmes choses, quand on s'aperçoit que dans les recettes de l'année pour le budget 2015, l'année dernière, l'impôt sur les sociétés, c'était 44 milliards. Cette année, c'est 33. C'est-à-dire 11 milliards de moins. C'est-à-dire qu'en plus de ce que Lim expliquait par rapport à la question du CICE, qui est de l'argent, en gros, qui est foutu en l'air, on va le dire comme ça, il y a encore d'autres diminutions qui vont vers le capital. Ça veut dire qu'il y a des moyens pour une autre politique, c'est-à-dire pour faire autre chose. Alors quand on parle du CICE, je disais cela ce matin, non pas, on ne voudrait pas de mettre de l'argent public pour l'entreprise, notamment pour relancer l'industrie en France. Mais faudrait-il que cet argent serve à quelque chose? Qu'elle serve à la formation, qu'elle serve à l'emploi, qu'elle serve à la production. Or, on s'aperçoit aujourd'hui, et je sais qu'un peu dans toutes les fédérations, beaucoup d'élus, etc., moi-même j'ai écrit au préfet, pour demander ici dans le département, parce que c'est 87 millions qui sont distribués, et à quoi a servi cet argent, pour l'instant on n'a pas de réponse. L'autre jour, j'ai rencontré un patron de PME, et on discutait de cette situation, il me disait, moi, ça ne me sert à rien, je vais avoir 8 000 €. Mais avec ces 1 000 €, je ne peux pas embaucher, je ne peux pas acheter de matériel. Mais bon, je vais les prendre, je vais les garder. Voilà. Donc c'est pas fait pour les PME, c'est fait pour les grosses entreprises. Donc cette question de l'argent est une question fondamentale. Je dis cela parce que d'un côté on prend et de l'autre côté on donne. Hollande a été élu sur un programme qu'il a déchiré, qu'il a piétiné. Parce que par exemple, pour ceux qui ont besoin d'aide juridictionnelle, ils pensaient que ça allait changer. Pour ceux qui avaient besoin d'argent, d'augmenter les budgets de la santé, parce que c'est vrai, c'est 4 milliards en moins, ça devait changer. Les collectivités, ça devait changer. Or aujourd'hui, moins de 4 milliards en ce qui concerne la santé. Moins 11 milliards en ce qui concerne les collectivités. Et je m'arrête là. Mais les collectivités, ça investit. Ça investit les collectivités. Moins 11 milliards, c'est demain des logements en moins, des salles de sport en moins, de la politique en moins et du personnel en moins. Dans une période où d'ailleurs le gel du point d'indice est gelé, et cela depuis 5 ans je crois, ça a commencé avec Sarkozy. Donc de dire que le problème il n'est pas dans la dépense, là encore, il est dans la répartition, dans les choix qui sont opérés par rapport au budget. L'Europe a demandé les 3%. 50 milliards. Hollande qui devait renégocier le traité ne l'a pas renégocié, qui était contre la règle d'or, il est pour. Donc on s'inscrit
D'ailleurs, dans quelque chose complètement antidémocratique, parce que les Français ont voté contre le traité. On a fait le contraire. Et on s'inscrit là-dedans. Et là, aujourd'hui, on est sur 50 milliards, et je sais que l'Europe va demander plus, et que très certainement, demain, dans la loi de finances rectificative, il va y avoir d'autres propositions gouvernementales qui vont arriver. Donc si je dis tout cela, c'est qu'il y a des moyens de faire autre chose avec cet argent-là, dans une autre conception de la répartition de l'argent et de la répartition des choix. Parce que avant tout, et vous regardez les débats télévisés, etc., on vous parle débat conjoncturel, débat structurel, le centième de ceci ou de cela, mais on ne vous parle jamais de l'humain, on ne vous parle pas du bataillon de plus de 5 millions de chômeurs, etc. Donc ça, nous avons une autre conception, une conception progressiste. Donc il faut utiliser cet argent-là pour faire autre chose, et cela est possible. Sans quitter complètement les questions économiques, un des éléments de la période est aussi le grand discrédit du pouvoir, et Lim l'évoquait, les députés critiques aujourd'hui ont du mal à aller au bout de leur démarche, étant donné que tout dans les institutions de la Ve République est dans les mains du président. Et qu'on a aujourd'hui un pays très mécontent et un président qui continue à mener sa politique. Est-ce que ça Clémentine Autain, est-ce que ça ne valide pas ce qu'on a beaucoup entendu dans la campagne du Front de gauche en 2012 sur la nécessité de revoir de fond en comble la République et d'aller vers une 6e République? C'est clair que hier soir, j'avais encore à commenter l'affaire Kader Arif. Alors après, présomption d'innocence, etc. Mais enfin, quand on en est au 250e épisode de La République irréprochable, c'est évident que la question se pose du système lui-même et pas simplement de la moralité de tel ou tel. Et d'ailleurs, le débat est fort mal posé parce que c'est comme pour les retraites chapeau où on demande à chaque fois, les retraites chapeau, on dit bah, il n'a qu'à pas la prendre. On en appelle à la morale individuelle et non pas à des normes, à des règles qui permettent d'avoir un système qui contredise ce type de pratique individuelle. Donc évidemment, nous sommes dans un État, la République, la France est dans un État qui nécessite une rupture démocratique et je pense même que c'est le début comment dire, le début pour arriver à renouer avec la majorité des citoyennes et des citoyens qui ont atteint un niveau d'écœurement, de défiance à l'égard de la politique et des institutions qui dépasse même le simple écœurement de François Hollande. Quand vous avez regardé, je ne sais pas comment ça s'est passé ici, la polémique qu'il y a eu autour des journées du retrait à l'école. Moi, dans ma ville, à Sevran, il y a eu un jour 25% d'élèves qui ont été absents parce qu'on a raconté du bouche à oreille des choses hallucinantes sur l'ABCD de l'égalité. Ce qui veut dire que l'institution arrive à un point de délégitimation qui fait que le bouche à oreille est supérieur au crédit même de l'institution. Donc il y a le politique en haut, mais je dirais que la crise est beaucoup plus profonde. Elle atteint une crise de régime, une crise institutionnelle qui appelle une rupture, et seule cette rupture pour remettre en mouvement l'ensemble de la société, pour mener des politiques qui soient des politiques différentes. Donc cette 6e République, puisqu'on est dans la 5e, ce serait une 6e République. Il faudrait un processus constituant, il faudrait aller vers un système qui fasse plus de place aux législatifs et moins aux exécutifs, qui permettent à de plus en plus de citoyens, de mouvements associatifs de prendre part à la décision publique. Et ce qui s'est passé à Sivins ou à Notre-Dame-des-Landes est une illustration aussi de ce système où, de l'Union européenne au moindre projet local, la gouvernance a pris la place. La gouvernance, c'est quoi? C'est l'heure de l'alliance entre la technocratie et de l'autre côté, une petite élite de dirigeants qui décident à la place des citoyens. C'est un mot qui est un mot piégeant parce qu'aujourd'hui, il domine et il fait que la majorité des citoyens se sentent totalement exclus de la décision publique. Et ça amène évidemment qu'à des crises multiples qu'il faut prévenir. Et pour les prévenir, il faut ce changement radical qui est une nécessité. Je pense que le gouvernement est très très loin de la prise de conscience de cette nécessité de rupture sur le plan démocratique, et ça va avec tout le reste. Je dirais qu'aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est de sortir la souris qu'est le gouvernement de la roue dans laquelle il tourne, qui est une roue qui est imposée par le cadre de l'Union européenne, la règle d'or, l'objectif de réduire la dette, etc., et tout ce qui s'ensuit, l'austérité qui va avec, parce que de là, rien ne peut sortir. Aucune solution
ne peut être à niveau des crises que nous traversons. Vous prenez sur toutes les questions, nous allons dans le mur. Sur les services publics, évidemment, budgétaire. Vous avez un système où cette austérité est faite au nom de la dette, mais en réalité, non seulement elle accroît les inégalités sociales, mais en bout de course, la dette est creusée. Et la Grèce est un exemple maximal. Vous savez qu'après 9 plans de rigueur, de mémoire, la dette, les déficits publics ont explosé de 130%. Donc ça ne fonctionne pas du tout. C'est un système qui ne marche pas. Mais pareil sur le chômage. Sur le chômage, si vous n'avez pas des mesures ambitieuses de partage du temps de travail, de sécurisation des parcours professionnels, de lutte contre les formes précaires de salariat, à ce moment-là, vous continuez toujours dans la même chose. C'est-à-dire un système qui marche en boucle et on fait cautère sur jambe de bois avec 2-3 bouts de contrats aidés ici ou là. On essaie de lutter contre des plans de restructuration, mais on n'a pas la main mise. Si vous voulez un projet industriel qui pourrait s'appuyer sur la transition écologique, alors il faut qu'il y ait une maîtrise publique. Or, l'État passe son temps, et encore là ces dernières semaines, à se déposséder lui-même des entreprises majeures qui pourraient lui permettre d'avoir un outil industriel et de piloter cette affaire-là. Dans à peu près tous les domaines, le cadre mental est totalement restreint et on est en train de poser quelques... Bon, non seulement il y a du recul, parce que la politique gouvernementale actuelle, le problème c'est qu'avant, on n'était pas d'accord avec les politiques menées de Mitterrand ou Lionel Jospin. Je dis nous, mais je pense que ici on doit être assez nombreux à ne pas avoir été d'accord. Mais enfin, moi, avec Mitterrand, on avait eu des lois aux roues, l'abrogation de la peine de mort, je ne vais pas faire toute la liste, mais enfin, des mesures marqueurs de gauche. Sous Lionel Jospin aussi, c'est vrai que sous Jospin, on a privatisé plus que sous Balladur et Juppé réunis. Mais enfin, il y a eu la CMU, il y a eu la parité, il y a eu toute une série de mesures qui ont été des mesures, les emplois jeunes, etc., qui avaient un marqueur de gauche. On pouvait discuter avec ce gouvernement. Aujourd'hui, ce qui frappe, c'est que les mesures elles-mêmes sont à contre-courant même de ce que serait une politique de gauche. Donc, moralité des courses, on est devant cette nasse, il faut changer le cadre, et je ne vois pas que ce gouvernement ait les clés pour infléchir, ou alors à la marge, la question va être de savoir si la restriction budgétaire elle est de 50 milliards ou de 30 milliards. Mais là n'est pas la question, il faut changer de modèle de développement, il faut imposer la transition sociale et écologique, et ce gouvernement en est bien incapable, d'où notre responsabilité. Merci Clémentine. Et terminer sur la transition sociale et écologique, la transition est aussi toute trouvée avec David Cormand, qui est dirigeant d'Europe Écologie Les Verts. On a entendu ces derniers mois, il y a eu débat aussi sur la transition énergétique, une des grandes lois du gouvernement qui a été votée ces dernières semaines. On a entendu les écologistes depuis 2012 dire que le compte n'y était pas en matière d'écologie dans la politique du gouvernement. On a même vu Cécile Duflot dire que François Hollande et les socialistes n'étaient foncièrement pas écologistes. Est-ce que vous pouvez dire en quoi une politique réellement de transition écologique aujourd'hui pourrait constituer un nouveau cap pour la France et résoudre les problèmes qui nous sont posés? Oui, bonjour. Je ne sais pas si je vais résoudre tous les problèmes en 5 minutes, mais on va essayer d'apporter quelques éléments de réponse. D'abord sur le débat qui est le nôtre aujourd'hui, sur le changement de cap. On a un sujet, c'est que, et c'était dit par Thierry en disant que le contrat qu'il y avait avec les Françaises et les Français, que le Hollande candidat a signé avec les Françaises et les Français, a été déchiré. Dès le lendemain d'ailleurs, enfin très rapidement avec les élections, c'était dit dans notre introduction, je crois, le TSCG, donc j'y reviens pas, il y a eu le CICE et le pacte de responsabilité, pareil, j'y reviens pas, et puis l'ANI, surtout la remise en question du droit du travail, et là ça revient sur la fin des 35 heures, l'un des autres bilans du quinquennat, si j'ose dire, Jospin, ça a été aussi la réduction du temps de travail, qui était une avancée tout à fait importante. Donc on voit bien qu'il y a un faisceau d'indicateurs qui font qu'en fait, on nous dit, vous savez, il n'y a pas le choix. Il y a des lois de l'économie qui sont votées par personne, mais elles s'appliquent à nous et il faut les accepter. On nous dit en fait, il n'y a pas d'alternative. Et on demande aux citoyens de choisir entre l'austérité façon brosse à poil mou ou l'austérité brosse à poil dur. Ça, c'est la droite. Et il faudrait choisir entre ces deux brosses-là. Et la question qui nous est posée à nous, qui pensons qu'il ne faut ni l'austérité molle, ni l'austérité dure, c'est quel imaginaire on construit. Et je réponds à votre question. À Europe Écologie Les Verts, on considère que dans l'imaginaire qu'il faut ouvrir,
pour apporter des réponses, il y a la question de l'écologie. Il y a plein de raisons pour ça, mais je vais essayer de donner deux. La première raison, c'est que depuis 40 ou 50 ans, en matière économique et sociale, je ne parle pas du reste, mais en matière économique et sociale, trop souvent, la différence entre la droite et la gauche, c'est comment on utilisait les quelques points de croissance. Quand on était de droite, on disait les points de croissance, on les donne aux entreprises, ils vont créer de l'emploi, ça va être formidable. Quand on était de gauche, on disait non, les points de croissance, il faut les redistribuer. Sauf que maintenant, il y a un truc nouveau, c'est qu'il n'y a plus de croissance. Et la nouvelle, certains penseront que c'est une mauvaise nouvelle, moi je pense que si c'est subi, c'est une mauvaise nouvelle, si c'est choisi, ça peut être une bonne nouvelle, la croissance, elle ne reviendra pas. En tout cas, pas la croissance telle qu'on l'a connue pendant les 30 Glorieuses et qui a été maintenue sous perfusion grâce ou à cause de l'endettement les 30 années qu'on suit. Ce modèle-là, il a perduré pendant 60 ans, on est en train d'assister à sa mort clinique et donc il faut inventer autre chose. Et c'est quoi l'écologie quand on parle d'économie? C'est de dire qu'il faut créer un système, une société qui crée beaucoup d'emplois avec une croissance faible. Et quand on se pose cette question-là, ça change beaucoup de choses sur la façon dont on conçoit l'économie et dont on conçoit les solutions. Et l'autre raison pour laquelle l'écologie elle est déterminante, c'est pour un truc qui s'impose à nous, ça s'appelle le changement climatique. Donc je sais que la question du changement climatique, parfois on dit oui, mais bon, ça a commencé il y a longtemps, on s'adaptera, on mettra des climatiseurs, que sais-je, on changera. C'est un phénomène qui va radicalement changer la planète. Aujourd'hui, il y a plus d'immigration liée au changement climatique que liée aux guerres. Et pourtant, il y a beaucoup de guerres. Et malgré ça, c'est ce qui produit le plus de grandes migrations, de gens qui ne peuvent plus vivre dans l'endroit où ils vivent. Et ça va gonfler, ça va augmenter. Et puis, ça va avoir des impacts sur la biodiversité. Vous savez qu'aujourd'hui, on est en train de rencontrer la 6e grande période d'extinction d'espèces depuis le début, depuis la naissance de la Terre, depuis la naissance de la vie sur Terre. Donc tous ces enjeux-là, il faut qu'on les intègre à nos réflexions quand on se dit c'est quelle solution, c'est quel changement de cap qu'on veut construire. La question aussi, qui est très importante, dont je veux dire un mot sur la question de la démocratie, parce qu'elle percute la question de l'écologie. Vous avez suivi, évidemment, depuis plusieurs semaines, le drame de Sivens. Le drame de Sivens, bien sûr, c'est une lutte écologiste. Mais c'est aussi une lutte démocratique. Parce que ce qui s'est passé à Sivens, c'est que quelques élus, les élus du Conseil général du Tarn, ont décidé qu'était légitime et légal un projet qui ne l'était pas. Et ce qu'on va découvrir dans les semaines qui viennent, c'est que ceux qui défendaient le droit à Sivens, ce n'étaient pas les gendarmes, c'était les militants qui s'opposaient à ce projet. Et là, il y a un scandale démocratique, mais qui dépasse ce cas de Sivens. Mais globalement, pourquoi les gens se désintéressent de la politique? Pourquoi ils se désintéressent de la démocratie? Ils se disent, mais vous pouvez rien pour nous. On a bien compris, le système il est plus fort que vous ne pouvez pas lutter, le pouvoir de l'argent c'est trop important, vous ne pouvez pas vous lutter contre ça, vous ne pouvez pas vous lever contre ça. Ben, les gens ils en tirent toutes les conclusions. Ils disent, entre la brosse molle et la brosse dure, je choisis pas, ou alors quand je choisis l'extrême droite. Parce qu'eux ils disent qu'ils peuvent quand même changer des trucs et en plus ils emmerdent tous les autres. Donc ça, c'est un problème démocratique qu'on est en train de rencontrer et auquel il va falloir quand même, au-delà des petites différences ou des différences importantes, qu'on peut l'avoir les uns avec les autres, qu'il va falloir commencer à dépasser ces différences-là pour apporter une réponse qui ne soit pas uniquement une coalition de rejet. On est tous d'accord ici autour de la table, sans doute dans la salle, pour dire ce que fait le gouvernement, c'est pas bien. Mais au-delà de cette coalition de rejet, il faut construire maintenant une coalition de projets. Parce que sinon, le projet, ça restera toujours les mêmes, soit la droite, soit la gauche de gouvernement actuel, je ne dis pas à qui on pense, soit, et là ça serait évidemment le pire, l'extrême droite. Ensuite, je ne sais pas où j'en suis, mais vraiment pour conclure, sur comment on peut trouver quelques solutions dans ce changement de cap. Et je veux finir là-dessus parce que je sais que c'est un débat, enfin c'est un truc qui fait débat entre nous. Je veux parler du nucléaire. Vous avez vu il y a quelques jours, il y a eu une énième annonce d'EDF pour dire que l'EPR de Flamanville, il allait encore avoir du retard. Il faut savoir que cet EPR, il devait être construit en 3 ou 4 ans, il devait coûter de mémoire 3,5 milliards d'euros. Là, on va atteindre les 10 ans. Il n'est évidemment pas fini, on a encore reporté. Et c'est pas 3,5 milliards d'euros, c'est 9 milliards. À votre avis, qui les paye ces 9 milliards? Qui les paye? Est-ce qu'on n'aurait pas... On peut être pour ou contre le nucléaire, moi évidemment je suis contre. Mais là, en termes de dépenses publiques, en termes comment on a utilisé cet argent, est-ce que vous ne pensez pas qu'on aurait pu l'utiliser autrement, avec une énergie plus localisée, avec de l'économie d'énergie,
on aurait pu faire des progrès extraordinaires et créer de l'activité durable. Tout ça pour dire que tous ces débats qui sont sur la table, il faut qu'on les pose et qu'on ait un petit peu comme boussole dans cette affaire d'aboutir sur une offre politique alternative qui mette les vrais débats sur la table, dont celui de l'écologie, mais ce n'est évidemment pas le seul. Merci David. Décidément, vous facilitez beaucoup la tâche aujourd'hui. Vous venez de parler de coalition du rejet, on souhaite coalition de projets. À vous entendre tous les quatre, on sent bien qu'il y a beaucoup de convergence entre vous. On a pour autant du mal ces derniers mois à avoir quelque chose de concret qui pourrait émerger de ces critiques. Et je pense qu'une des questions qui intéresse les Français aujourd'hui et le public qui est là, c'est comment est-ce que vos voix critiques peuvent devenir une force de construction. Peut-être que je vais donner la parole à Thierry Foucault sur cette question-là, puisque ça fait quelques mois, voire plus que le Parti communiste appelle à un rassemblement. Qu'est-ce que ça veut? Comment vous imaginez au Parti communiste ce rassemblement? Avec quel contour? On sait qu'il y a des débats politiques, sociaux. À quoi peut ressembler le rassemblement que vous appelez de vos voeux, Thierry Foucault? Oui, merci. C'est à la fois simple et à la fois compliqué. À partir des éléments qui ont été donnés il y a quelques instants, notamment chiffrés, je serais tenté de dire que c'est facile de monter un programme. L'argent existe, une autre politique est possible. Mais on est aussi confronté à la vie. C'est quoi la vie? C'est la télé avec ces médias qui se déchaînent pour expliquer que l'immigré vient chercher le travail du français, que l'immigré dérange, que le chômeur, s'il n'a pas de travail, c'est qu'il ne veut pas travailler. Voilà. Ça, c'est l'idéologie qui essaye d'être dominante pour faire en sorte de tirer toujours un peu plus sur le peuple français. Et je voudrais dire qu'à ce sujet, on a un travail, et c'est là que c'est compliqué, important. Pas compliqué parce que là, on est en train de s'entendre. Donc je pense qu'on peut ensemble, de façon intimement liée, être un trait d'union. Mais en même temps, je crois que il y a ce que je te disais de la télé, mais de ce que je pense les gens sur le terrain. Ce matin, je faisais l'inauguration de la fête et je disais, je lance comme un appel. Mais c'est pas mon appel à moi, c'est l'appel de notre parti, en direction des uns et des autres, pour aller aider à construire avec les populations, les aider à construire, les aider aussi dans la réflexion, les aider à se rassembler pour aller justement vers le projet qu'ensemble on peut mener. Parce qu'il est possible de faire une politique de la santé différente, on l'a prouvé tout à l'heure. Ainsi de suite sur un certain nombre de sujets. Et en ce sens, on est d'accord que la politique n'est pas bonne, on est d'accord qu'il y a de l'argent pour faire une autre politique, et si j'ai bien compris, on est d'accord pour y aller ensemble. Alors, bien sûr, il y aura des sujets à discussion, mais ce qui nous préoccupe, parce qu'on n'existe pas pour nous-mêmes, ce qui nous préoccupe, c'est la situation des gens aujourd'hui dans le pays. De celles et ceux qui ne peuvent plus manger, de celles et ceux qui peuvent plus se vêtir, qui peuvent plus soigner, qui ont des problèmes insurmontables. Tout à l'heure, on parlait des questions d'économie, mais j'aurais pu donner un exemple. Souvent, je prends cet exemple. Vous savez, le smicard d'hier, il payait de la TVA. Aujourd'hui, le smicard d'hier, c'est une caricature, mais vrai, il paye plus de TVA, il est au chômage. C'est ça la situation d'aujourd'hui. C'est cela qu'il faut changer. C'est cela qu'il faut changer. Et ces gens-là, en même temps, ils attendent de nous, tout en pensant aujourd'hui qu'on n'est peut-être pas capable. Donc aussi à nous de montrer qu'il y a une possibilité de se rassembler sur un projet et sur des projets, et de leur donner l'espoir. De leur donner l'espoir. Parce que sinon,
ça va partir dans l'autre sens. Il suffit de voir ce qu'il y a dans un certain nombre de têtes. Voilà, donc à la fois c'est simple, à la fois c'est compliqué. Mais je crois qu'il faut y aller. Mais c'est pas simplement nous, les représentants là de partis ou d'associations ou de quoi que ce soit. C'est nous et vous, vous et nous. C'est-à-dire tous les progressistes ont un travail conséquent à faire. On ne va pas laisser Hollande continuer à piétiner le programme, à laisser la France dans cette situation. Tout à l'heure, on parlait de l'emploi. Excusez-moi, ce matin, je faisais non pas une métaphore. Clémentine parlait de 81, de Mitterrand, de Jospin et de maintenant. Mais celles et ceux qui sont ici, je donne souvent l'exemple parce que ça a commencé en 81, PCUK a été nationalisé. Dénationalisé en 82, 600 chômeurs en plus. Ensuite, c'était à côté Chapelle Darblay, qui a perdu 700 emplois. Après Sopalin et ainsi de suite. Et là, sous le gouvernement Hollande, on a commencé par Petroplus, qui est aujourd'hui fermé, alors que ça pouvait rester ouvert. Il suffisait d'investir. Alors, les gars de Petroplus, il y en a qui sont ici, ils me diront 400, moi je disais 500. 500 millions. Mais quand on voit les 40 milliards du CICE, des 47 à 33, 14 milliards en moins d'impôts sur les sociétés, etc., là il y en a de l'argent, il était possible de mettre ces 500 milliards, ou tout du moins de nationaliser provisoirement, pour redonner de l'élan et de faire fonctionner cette entreprise. Mais en dehors des salariés qui ne travaillent plus, bien sûr, chez Petroplus, c'est 3500 salariés sur le secteur qui ont été touchés. Alors quand je dis on s'y prend de l'autre bout, alors Petroplus, Petit Couronne, et maintenant c'est Grand Couronne qui annonce 200 licenciements. Est-ce qu'on va laisser faire ça? Ça veut dire que même si parfois on a des divergences, qui ne sont pas, je pense, insurmontables, je pense qu'il faut qu'on se rassemble face à cette situation-là pour justement aller vers des changements et aller vers une politique. Alors je sais que même dans mon parti, il y a parfois des camarades qui pensent « Oui, mais tu nous parles des frondeurs, ils vont pas changer, etc. etc. » Mais moi je vois ici des socialistes qui hier avec qui on s'est un petit peu frité, comme on dit vulgairement, mais qui sont ici aujourd'hui à les écouter et qui sont prêts à faire des gestes. Moi je ne pense pas qu'ils fassent mener la politique de la terre brûlée. Je pense qu'ensemble il faut discuter, de présenter et d'en appeler aux populations à faire et redonner cet espoir face notamment au Front National qui développe la politique qui développe grâce notamment au piétinement de Hollande et au déchirement du contrat. Voilà ce que je voulais dire sur la question de rassemblement. Il est possible de rassembler, il est possible de se mobiliser, et je ne veux pas dire qu'on veut être le centre ni le moteur, mais en tous les cas on est une pièce importante du moteur. On entend y contribuer, et à ce qu'on appelait nos conférences nationales dernièrement, c'est l'appel de l'ensemble du Parti communiste à aller de l'avant sur ce rassemblement, sur ce contenu, pour que justement demain ça change. Alors, merci Thierry. J'évoquais les frondeurs à l'instant, c'est qu'il y a effectivement un débat qui existe sur qui pourrait se rassembler pour construire cette autre politique. Les mois de Noc, il y a un congrès du Parti Socialiste qui vient d'être annoncé pour dans 6 mois. Certains disent que c'est le lieu où pourra se réorienter la politique du gouvernement. Est-ce que c'est votre cas? Vous qui, en même temps que vous participez au débat du Parti Socialiste, avez décidé également de participer au mouvement 6ème République initié par plusieurs personnalités, dont Jean-Luc Mélenchon. Où se situe l'issue pour vous du rassemblement pour changer de cap? Alors, ce qu'on appelle les frondeurs, pour rebondir avec ce que tu disais, sont des députés qui, à l'Assemblée nationale, ont essayé de relancer le débat. Mais leur action est circonscrite au débat parlementaire, qui a ses propres limites. Et bon, moi je suis plus parlementaire, donc ça me permet de prendre un peu de recul.
et d'avoir un peu plus de coudées franches. Et c'est un peu la raison pour laquelle on a créé ce club des socialistes affligés, pour déplacer le débat en dehors du cénacle du Parlement, ou dans la Ve République, bon, c'est très contraint. Alors quels sont les termes du débat aujourd'hui, à la veille du congrès des socialistes? Quand on essaye de prendre du recul, on sait tous ici que, je pense qu'il y a des socialistes dans la salle, tu l'as dit, s'il n'y a pas de changement de cap d'ici 2017, moi je vous le dis clairement, il n'y a plus de PS. On va faire des scores dignes du PASOK grec aux élections départementales. On va perdre une grande partie des régions au régional. On risque de ne pas être au deuxième tour de la présidentielle. Et tout ça finit avec un groupe parlementaire dans la foulée réduit à portion congrue. Donc il n'y a plus de PS. Et s'il n'y a plus de PS, ça veut dire qu'il va falloir tout reconstruire. Et s'il faut tout reconstruire, il va falloir discuter avec les Verts, avec le Front de gauche, dans toutes ses composantes. Parce que ce dont témoignent nos débats autour de cette table, c'est que sur les questions clés, on pense tous la même chose. Sur le refus de l'austérité, sur la réorientation de l'Europe, sur la transition énergétique, sur les questions de société, il n'y a pas tellement de divergence, au fond. Ça fait l'embryon d'un programme commun, d'un nouveau programme commun. Attendez, je vous parle. On laisse finir Lim, s'il vous plaît. Non, je faisais pas référence à Mitterrand. Nouveau programme, moi, si vous voulez. Moi, attendez, là, je suis... Ce que je vous dis là, qu'on soit clair, si on en discute tous ensemble, c'est sans les sociaux-libéraux. Hein. C'était ça le vrai sujet. Hein. Donc, qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous. Si en 2017, ça se passe très mal et qu'on est sur un champ de ruines, moi, je ne reconstruis pas la gauche avec ceux qui nous ont foutu dedans. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est tous ensemble ici, comment on fait pour refaire un nouveau parti. Voilà. Donc, moi, ce que je vous dis là, c'est que s'il n'y a pas de changement de cap d'ici 2017, ce qu'on appelle le cycle d'Épinay serait relativement clos, et donc il va falloir refaire autre chose avec ce qui restera de la gauche. Donc, autant commencer tout de suite. Moi, c'est pour ça que je suis là ici, aujourd'hui, c'est pour ça que j'étais à la manifestation la semaine dernière à Paris contre l'austérité, et c'est pour ça que je commence à discuter aussi avec ceux qui lancent des mouvements pour la 6ème République. Alors, en attendant, on a une dernière fenêtre, nous, socialistes, pour éviter le pire. On a le Congrès, on va le jouer à fond. On va essayer de faire en sorte de tirer ce parti à gauche. Est-ce qu'on va y arriver? Et est-ce qu'on va ensuite inciter le président de la République à changer de cap d'ici 2017 pour éviter le pire? Parce que s'il change de cap, il peut le faire. Hein. Sérieusement, il peut le faire. Il a une majorité à l'Assemblée avec du rouge, du rose, du vert. Il s'appuie dessus, il nomme un ou une première ministre qui ne soit pas Valls et qui est un programme de gauche. Et il applique une politique de gauche avec une majorité de gauche jusqu'à 2017. Et là, on peut éventuellement se sauver et envisager la suite avec sérénité. Donc, si on gagne le Congrès et que ça se passe comme ça, moi je dis banco. Maintenant, l'autre question qui est posée, parce que moi je prends le recul nécessaire, c'est qu'est-ce qui se passe si on perd le Congrès? Si rien ne change dans ce Congrès? C'est une probabilité, ça aussi. Parce que ça fait 20 ans que ce qu'on appelle l'aile gauche du PS essaye, congrès après congrès, de faire ce que je suis en train de vous dire. Ça fait 20 ans qu'on n'y arrive pas. Et donc, au bout d'un moment, là où on est au bord du précipice, est-ce qu'on tombe définitivement dans le trou? Est-ce qu'on fait autre chose? Donc c'est ça qui va se trouver posé au lendemain des cantonales et à la veille des élections régionales. Donc moi je vous le dis tout de suite, si on perd le Congrès, avec beaucoup de camarades, on va se poser la question de faire autre chose. On va se poser la question de commencer à reconstruire la gauche avec tous ceux qui, ici, vert, rouge, rose, ont envie d'aller dans la même direction. Donc voilà, alors le mouvement pour la 6ème République, moi je trouve que c'est une initiative intéressante parce que ça pose les débats, le débat démocratique tel que Clémentine l'a posé tout à l'heure. C'est quand même deux hommes, disons, qui dans ce pays ont décidé d'imposer un putsch idéologique
à toute la gauche. Au point qu'aujourd'hui, les gens assimilent toute la gauche à la gauche de gouvernement et se réfugient dans l'abstention. Donc il y a un vrai problème de déficit démocratique. Nos parlementaires n'arrivent plus à faire remonter les griefs de leur mandat au sein de la représentation nationale, et ça va finir entre la droite et l'extrême droite. Donc il y a un vrai sujet sur le déficit démocratique. Et donc toutes les initiatives les plus larges possibles où tous ensemble on peut se retrouver pour envisager la suite collectivement sont bienvenues. Et donc c'est le sens de ma présence ici. Merci. On va voir si on réussit à avoir un petit peu de temps pour la salle. Pour finir le tour de parole, il reste Clémentine Autain et David Carmin. Clémentine Autain, on imagine que le Front de gauche, qui en ce moment a une période pas forcément la plus visible depuis sa création, dans son action, on imagine pour autant que le Front de gauche en tant que tel et les organisations qu'il compose ne vont pas forcément attendre les résultats du congrès du Parti socialiste pour rassembler et tenter de changer de cap. Je me trompe? Non, c'est sûr, on va pas attendre. Bon, après, on n'est pas forcément tout à fait dans la même situation. Hein. Nous, on fait partie de ceux qui pensaient que François Hollande ne promettait déjà pas grand-chose quand il était candidat. Et donc, on ne s'est pas raccroché au discours du Bourget. Nous avons lu les propositions, le programme, la ligne. Nous connaissions la petite musique. Nous savions aussi ce que François Hollande avait fait du Parti socialiste. Et il ne faut pas l'oublier, il a été le premier secrétaire qui a opéré la mue démocrate du Parti socialiste dans les années 90-2000. Et c'est important de l'avoir en tête parce que cette évolution, ce changement de nature du Parti socialiste a auguré les politiques actuelles où on voit bien que trois pigeons qui s'excitent sur Internet et qui représentent peu ou prou le MEDEF ou en tout cas le patronat ont beaucoup plus de chances d'être entendus à l'Élysée que des centaines de milliers de gens qui sont dans la rue pour exiger de sortir des politiques d'austérité. Donc voilà le gouvernement qui est aujourd'hui à la manœuvre. C'est un gouvernement qui se dit de gauche mais qui mène une politique de droite. C'est pourquoi la situation devant laquelle nous sommes, c'est de reconstituer un pôle attractif, audible, qui donne du sens aux valeurs de la gauche. Le mot gauche, aujourd'hui, il faut se rendre compte à quel point il est totalement déphosphaté par la politique gouvernementale. La gauche, nous sommes de la gauche c'est ce que fait le gouvernement, il n'y a pas de différence avec la droite, donc le mot est lui-même abîmé profondément. Est-ce qu'il faut le laisser tomber? Moi, je ne le crois pas. Je pense que la polarité droite-gauche va rester opérante, qu'elle a du sens. Mais encore faut-il remplir le mot. Expliquer dans des termes contemporains, concrets, ce que signifie l'égalité, son alliance avec la liberté, la volonté d'aller vers plus de justice sociale, la bataille pour la démocratie véritable, tout ce qui a fait le sens des batailles de gauche, c'est-à-dire finalement, enfin moi je crois au terme qui peut dire gauche, mais qui n'est pas forcément très simple, mais qui est le terme de l'émancipation. C'est ce terme-là que nous voulons faire vivre dans un projet politique qui draine et qui soit capable de rassembler largement. Alors moi, je crois que nous avons plusieurs tâches pour arriver maintenant à reconstruire les bases d'une alternative de gauche. Premier élément, c'est que ce nouveau pôle que nous avons à construire, cette force politique, elle ne peut exister que si elle est à distance de la majorité actuelle gouvernementale et du Parti socialiste. Nous n'aurons aucune crédibilité si nous ne sommes pas différents, perçus comme différents de ce que fait la majorité gouvernementale. Ça ne veut pas dire que dans une période brouillée comme la nôtre, il faut mettre un cordon sanitaire, comme je dis toujours, entre les socialistes, qui chez les écolos se posent des questions, etc. C'est tendre la main, mais en même temps pour construire quelque chose de clair en termes de cap et en termes de délimitation de force qui est différente de la politique gouvernementale et de la majorité du PS. Deuxièmement, nous avons à rassembler toutes les composantes, toutes les sensibilités, sans exclusive, de celles et ceux qui contestent à gauche cette politique gouvernementale et qui veulent tendre des coudes pour bâtir des majorités capables de gouverner à l'avenir et de disputer aujourd'hui le terrain à la droite et à l'extrême droite. La bataille hégémonique est tout à fait fondamentale. Troisième objectif, je crois qu'il nous faut inventer.
il ne s'agit pas simplement de revenir aux vieilles recettes de la gauche des années 70, de dire en gros, ben voilà, il y a eu une parenthèse, là ça va pas, donc on va revenir à. Il s'agit d'aller vers. Et pour aller vers, il faut être capable d'inventer, d'inventer, de construire, d'avoir pour objectif de bâtir une espérance nouvelle avec des termes nouveaux, avec un imaginaire qui soit tout à fait pétri du monde contemporain, qui parle du et au monde contemporain. Ça paraît un peu abstrait, peut-être à certains d'autres non, mais je veux dire que les recettes néo-keynésiennes, et là j'abonderai dans le sens de ce que disait David tout à l'heure, les recettes néo-keynésiennes à l'ancienne ne permettent pas de répondre aux défis contemporains. L'égalité aujourd'hui, elle se joue aussi par exemple sur le droit à la ville et sur la forme que prend le capital dans la géographie de nos territoires. C'est très important. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des questions qui ont émergé dont nous devons nous approprier pour que notre discours sonne pertinent dans le monde contemporain et que nous ayons une rencontre avec le monde d'aujourd'hui. Et le dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est que s'il faut rassembler nos différentes composantes, etc., c'est pas simplement l'entente entre l'existant, entre, en gros, ceux du vieux mouvement ouvrier agrémenté de quelques-uns qui viennent d'autres cultures. C'est dans la société qu'il faut fédérer. Il faut fédérer tous ceux qui aujourd'hui sont à distance de la politique et sont et forment ensemble le peuple. Le peuple d'aujourd'hui, qui n'est plus lui, là aussi celui d'hier. C'est pas simplement l'ouvrier blanc de l'entreprise industrielle des périphéries de première couronne dans les grandes villes, tel qu'on le voyait au 19e siècle. Le peuple d'aujourd'hui, c'est la caissière de supermarché qui bosse en 3-8, c'est les jeunes de chez McDo, ce sont les immigrés qu'on exploite dans le bâtiment, c'est ça, c'est les intellos précaires également. Et donc il faut arriver à fédérer ce peuple-là et à l'associer à notre mouvement politique. Notre mouvement politique doit être le leur. Et c'est pourquoi, et je terminerai là-dessus, nous n'avons de chance de créer une force nouvelle à hauteur des aspirations contemporaines que si nous nous tournons vers la société. La réponse, elle est dans la société. Et je ne crois pas que notre société soit si désespérée qu'on veut bien le faire croire. Elle est désespérée, il y a de la désespérance. Mais il y a aussi des tonnes de choses qui se passent dans le monde artistique et intellectuel. Il n'y a qu'à aujourd'hui lire le roman social, il n'y a qu'à voir les initiatives qui sont prises sur tout le territoire, les AMAP, le covoiturage, tout ce qui se passe, parce que les gens sont à la recherche du sens commun. Ils ne sont pas bouclés derrière leur appartement à double verrou et avec de leur vidéosurveillance. Ils cherchent le moyen de trouver du sens à la vie parce que la République n'a plus de sens, parce que la politique n'a plus de perspective et qu'ils aujourd'hui sont esselés, éclatés. Il y a dans l'entreprise des luttes, partout. Beaucoup de luttes. Regardez ce qui s'est passé avec les femmes de chambre dans les hôtels. C'est énorme ce qui se passe là, mais c'est pas forcément raccordé avec les Pétroplus, avec Sivens, avec Notre-Dame-des-Landes, et j'en parle, enfin je vais pas faire toute la liste de toutes les mobilisations. Elles sont éclatées, atomisées. Et donc ce que nous avons à faire, c'est à donner du sens commun et à fabriquer un cadre politique qui soit suffisamment innovant pour permettre l'implication, et pas simplement le temps de coller une affiche, l'implication véritable de ce grand nombre qui en a marre et qui a envie de renouer avec l'espérance et avec un imaginaire porteur de transformation sociale et écologique. Alors, dans les convergences possibles, dans les mois qui viennent, il y a très concrètement une échéance électorale qui arrive d'ici quelques mois. Vous le voyez venir, David Normand. On a eu, cette semaine dans la presse, a été fait écho d'une position que vous aviez prise dans votre parti, qui appelait à des alliances à l'occasion des élections départementales, avec le Front de Gauche, Nouvelle Donne, des alliances en dehors du Parti Socialiste. Vous pensez que les élections départementales peuvent être une première étape pour un rassemblement? Oui. J'en sais rien, c'est à nous de répondre, parce que ce qui a été dit est très important. J'ai compris qu'il y avait un mot-clé qu'il ne fallait pas prononcer, c'est programme commun. Donc je ne vais pas le redire, mais je comprends que l'expression puisse réveiller des traumatismes, donc il faut utiliser d'autres termes, mais qui veut dire quand même, et j'insiste, c'est ce que je disais tout à l'heure, ne pas
se contenter d'être dans des coalitions de rejet, mais à un moment construire des coalitions de projets. Donc ne parlons pas de programme commun si vous le souhaitez, mais réfléchissons quand même à, si on fait une offre politique alternative ensemble, c'est pour faire des choses. Donc n'appelons pas ça programme, on dira qu'on n'est pas vraiment en commun, mais enfin on se rassemble, mais il y a quelque chose derrière. Mais pourquoi ça ne peut pas être comme le programme commun? Parce que les partis politiques, ils ont considérablement évolué. Et d'ailleurs, l'image même qu'on renvoie, moi je suis un homme de parti politique, je l'assume et tout ça, je vais vous dire que c'est pas très sexy à vendre quand on en parle avec des gens. Car déjà, et pourtant moi c'est le truc écolo, c'est plutôt bon, sympa, les écolos, tout ça. Mais c'est très difficile parce qu'il y a un rejet très profond de ce qu'on fait, en tant que, du politique, du parti politique en général. Parce que les gens, je l'ai dit tout à l'heure, font plus tellement confiance à notre capacité à faire. Donc ce que dit Clémentine est très important, c'est partir au-delà des combinaisons, pour répondre à votre question, d'accords de parti. Ce qu'il faut mettre au cœur du dispositif, et avant le reste, c'est la question de la citoyenneté et de l'engagement citoyen. C'est ça que nous, on a proposé, on a parlé de fabrique citoyenne, écologiste et solidaire, mais de partir à partir de ça. C'est-à-dire tous les gens qui se bougent les fesses, pas forcément dans des luttes, mais qui sont dans l'association de locataires, qui sont, bref, tous ces gens qui ont envie de réfléchir à comment on peut inventer autre chose, les mettre un peu, aider, participer à mettre ça en mouvement. Mais ça passe aussi par le fait que les partis politiques qui existent fassent leur job. Donc ça veut dire construire ces coalitions-là, que j'ai évoquées dans une petite note interne, pour essayer d'avancer là-dessus. Sur le climat politique dans lequel on est aujourd'hui, et pourquoi il y a besoin de réinventer cet imaginaire de gauche. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, pour les gens, c'est la gauche qui est au pouvoir aujourd'hui. Et nous, on peut s'époumoner à dire « oui, mais non, eux, c'est eux, nous, c'est pas pareil ou quoi ». C'est quand même pour les gens la gauche qui est au pouvoir. Et d'ailleurs, je vais vous dire, les amis, ça se voit aux élections. Est-ce que vous avez constaté aux élections, depuis les déceptions de François Hollande, que le Front de gauche ou Europe Écologie Les Verts explosait dans les scores? Pas du tout. C'est-à-dire que le PS a plongé, c'est vrai, une appétence. Et pourquoi? La politique, c'est débattre, rassembler et convaincre. Pour rassembler, il faut débattre. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut assumer ce temps de débat, mais à la fin, il faut se rassembler. Pas seulement dans les manifs, aussi dans les manifs, mais pas seulement. Et pour pouvoir convaincre, il faut être rassemblé. Si on reste balkanisé, oui, mais lui, c'est pas pareil, il est sorti du gouvernement après moi, donc, ou lui, mais non, mais sur ce sujet-là, il n'est pas tout à fait d'accord, ah, puis il est suspect avec les industries, et ben, si on fractionne toujours ce qu'on peut faire ensemble, à la fin, on rassemblera pas. Si on veut que l'offre politique alternative porte, et c'est le sens du raisonnement que j'ai porté dans mon mouvement, c'est que si on veut être écouté, si on veut rechoper l'oreille des gens, il faut qu'il n'y ait pas de friture sur la ligne, sur les petites divisions et les petites histoires qu'on a l'habitude de faire tout le temps, mais dont il faut sortir. Et ça, c'est très important. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, ce gouvernement, en plus de tout ce qu'on a dit là, il fait beaucoup de mal à l'imaginaire de gauche. Pour moi, qui suis écologiste avant d'être de gauche, ce qui ne veut pas dire que je ne vois pas la différence entre la gauche et la droite. Quand même, pour moi, la gauche, c'est, si on devait résumer en un mot, c'est la notion de justice. Et c'est quoi la justice? La justice, c'est protéger les faibles contre les forts. Et qu'est-ce que fait ce gouvernement aujourd'hui? Manuel Valls, il fait des démonstrations d'autorité. Mais contre qui? Contre les chômeurs, contre les zadistes, contre les intermittents, contre les cheminots. Là, il fait des démonstrations de force. Mais par contre, face aux puissants, est-ce qu'il fait des démonstrations de force? Manuel Valls et ce gouvernement, il est faible avec les forts et fort avec les faibles. Et ça, c'est le contraire de l'imaginaire de gauche. Et donc, il faut aussi qu'on réinvente ça pour montrer que nous, on fait front. Les lobbies, on ne se laisse pas faire. Par contre, ceux qui sont plus fragiles, ce n'est pas des gens qui nous prennent à nous notre pain. Il faut être solidaire avec eux, parce que dans la société qu'on traverse, et c'est au-delà de la Ve République, parce que c'est partout en Europe qu'il y a un rejet du politique. Donc, il n'y a pas que la Ve République, qui, même si c'est un effet aggravant, mais il n'y a pas que ça. C'est qu'aujourd'hui, c'est la grande victoire de l'individualisme, du chacun pour soi. Et quand la gauche est au pouvoir, elle ne peut pas reculer d'1 centimètre par rapport à ça. Parce qu'une fois qu'on cède par rapport à ça, on sait qui gagne. Et c'est pas forcément la droite républicaine, je redis, c'est l'extrême droite. Donc voilà, face à tous ces enjeux, dans ce contexte, il y a urgence à faire le pari, car c'est un pari. Il n'y a pas de martingale électorale. Il n'y a pas de grand soir comme ça, on claque des doigts, on se met d'accord et on va sauver... Sauf que dans la période d'urgence, dans l'urgence dans laquelle on a, à mon avis, la responsabilité de tenter ce pari-là. Merci à tous, merci aux 4 intervenants et bonne fête de l'Humanité Normandie à vous qui se prolonge jusqu'à demain. Merci beaucoup.